Bonsoir, je suis Soraya, et voici Inside News Weekly pour ce dimanche 26 octobre 2025. Cette semaine a apporté des bouleversements politiques, des urgences humanitaires et des ruptures diplomatiques. Nous examinons les histoires qui exigent attention. Nous commençons avec les développements majeurs. Au Soudan, 4 agences onusiennes ont émis des alertes urgentes concernant El Fasher au Darfour, où les forces de soutien rapide maintiennent un siège. Plus de 250 000 civils restent piégés. La moitié sont des enfants, sans accès humanitaire ni installation médicale. Les agences rapportent un ciblage délibéré des hôpitaux et camps, avec des conditions de famine catastrophiques. 30 millions de personnes ont besoin d'assistance urgente. L'appel de l'ONU de 4,2 milliards de dollars pour 2025 n'a reçu que 25% du financement. Le 20 octobre, plus de 1500 civils ont fui alors que le choléra et la rougeole se propagent. Le Nigeria a connu une répression violente des manifestations pro-Biafra à Abuja le 20 octobre. Les forces de sécurité ont déployé gaz lacrymogène, canons à eau et véhicules blindés. Des dizaines de personnes arrêtées, plus de 20 blessés, dont 2 journalistes de l'agence France Presse et l'avocat principal de Nnamdi Kanu. La Côte d'Ivoire a organisé des élections présidentielles le 25 octobre sous tension. Le président Alassane Ouattara, 83 ans, a brigué un 4e mandat avec les principales figures de l'opposition exclues par décision judiciaire. La participation électorale a été faible. Des violences post-électorales ont éclaté au Cameroun suite au vote du 12 octobre. Les résultats provisoires ont montré Paul Biya, 92 ans, et au pouvoir depuis 1982, gagnant avec 53%. L'opposition a rejeté les résultats. Au moins 2 personnes sont mortes. Les autorités ont intensifié la répression avec arrestations et coupures d'Internet. Nous passons maintenant à l'Europe. Les dirigeants européens se sont réunis à Londres le 24 octobre pour le sommet de la coalition des volontaires. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont dirigé la réunion sans la participation du président Trump. Le sommet a abordé la campagne russe contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Washington a refusé de livrer des missiles Tomahawk à Kiev, créant un vide stratégique. Les dirigeants européens ont souligné combler ce vide avec leurs propres capacités. Le 23 octobre, l'UE a adopté son 19e paquet de sanctions ciblant les géants pétroliers russes et des entités en Chine et en Inde. L'Irlande a connu un basculement politique historique. La candidate indépendante de gauche, Catherine Connolly, a remporté l'élection présidentielle du 24 octobre avec 63,4%, battant la candidate de centre-droit, Heather Humphreys. L'ancienne avocate de 68 ans a unifié une rare coalition incluant le Sinn Féin. Les analystes l'interprètent comme un effondrement des partis centristes plutôt qu'une vague de gauche. La participation a atteint un plus bas historique de 45,8%. En France, 4 hommes ont volé des joyaux de la couronne française évalués entre 88 et 102 millions d'euros au Louvre le 19 octobre en 7 minutes. 2 suspects de Seine-Saint-Denis ont été arrêtés le 26 octobre, dont un à l'aéroport Charles de Gaulle tentant un vol international. Les autorités ont transféré les joyaux restants dans des coffres-forts souterrains à la Banque de France le 24 octobre. De l'Europe aux Amériques, les relations entre les États-Unis et la Colombie se sont effondrées. Le président Trump a annoncé la suspension de toute l'aide, accusant le président Gustavo Petro de laxisme face au narcotrafic. Le 24 octobre, le Trésor américain a imposé des sanctions personnelles sur le président Petro, son épouse, son fils et son ministre de l'Intérieur. Cela met fin à des décennies d'alliance du plan Colombie. Petro a rejeté ces calomnies, qualifié Trump d'un ignorant et annoncé engager des avocats américains. La Bolivie a achevé une transition politique lorsque Rodrigo Paz Pereira, du Parti démocrate chrétien de centre-droit, a remporté la présidence avec 55% lors du second tour du 19 octobre. Cela a mis fin à 2 décennies de gouvernance
par le mouvement vers le socialisme. Les analystes attribuent la défaite à une implosion du parti due aux divisions internes plutôt qu'à une vague conservatrice. L'ouragan Melissa a tracé un chemin destructeur à travers les Caraïbes à partir du 22 octobre, affectant particulièrement Hispaniola et la Jamaïque, causant morts, inondations massives et coupures d'eau. La tempête a atteint la Jamaïque en tant qu'ouragan de catégorie 1 ou 2 le 25 octobre. Le shutdown du gouvernement américain est entré dans son 25e jour alors que le président Trump partait pour l'Asie le 26 octobre pour les sommets de l'ASEAN et de l'APEC. Les critiques l'accusent de privilégier les engagements internationaux aux problèmes intérieurs. Notre attention se tourne vers le Moyen-Orient. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu en Israël pour une diplomatie d'urgence visant à préserver le fragile cessez-le-feu à Gaza. L'accord, en vigueur depuis le 10 octobre, fait face à des menaces de violation, incluant des frappes israéliennes ayant tué 26 Palestiniens. Durant la visite, le Parlement israélien a tenu un vote symbolique favorisant l'annexion de la Cisjordanie. Vance a condamné cela comme une insulte et un coup politique très stupide, exposant les tensions entre l'administration Trump et les éléments durs du gouvernement israélien. Le Pakistan et l'Afghanistan ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat lors de pourparlers à Doha le 19 octobre, suite à des affrontements frontaliers violents, marquant la pire violence depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. Des délégations prévoyaient de se rencontrer le 25 octobre à Istanbul. Ensuite, les développements en Asie-Pacifique. Le 20e comité central du Parti communiste chinois a conclu son 4e plénum à Pékin. La session du 20 au 23 octobre a adopté les propositions du 15e plan quinquennal guidant le pays de 2026 à 2030. Avec le ralentissement économique et la crise immobilière, le plan met l'accent sur la sécurité nationale et la résilience plutôt que sur la croissance du PIB, tout en abordant la crise démographique. Le Japon a connu un moment historique le 21 octobre lorsque Sanae Takaichi a été élue première ministre. Elle devient la première femme à atteindre la tête du gouvernement dans l'histoire du Japon. Les autorités japonaises ont confirmé la première épidémie majeure de grippe aviaire de la saison, souche H5, détectée le 22 octobre à Shiraoi, Hokkaido. La réponse d'urgence a ordonné l'abattage de 459 000 poules pondeuses. Une interdiction de transport de 10 km a affecté 4 fermes supplémentaires et 620 000 oiseaux. La Thaïlande est entrée en deuil national suite au décès de la reine-mère Sirikit le 24 octobre à 93 ans. Elle était mère du roi actuel Vajiralongkorn et épouse du défunt roi Bhumibol Adulyadej. Une cérémonie funéraire d'1 an a débuté le 26 octobre. Le pays observe 90 jours de deuil. Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a ouvert le 47e sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur le 26 octobre. Le sommet accueille des dirigeants mondiaux dont le président Trump, le premier ministre chinois Li Qiang et le premier ministre japonais Takaichi. Des négociations commerciales cruciales entre les États-Unis et la Chine ont eu lieu en Malaisie du 24 au 27 octobre, qualifiées de très constructives. Le président Trump et le premier ministre australien Anthony Albanese ont signé un accord historique à la Maison-Blanche le 20 octobre. Un pipeline d'investissement de 8,5 milliards de dollars pour développer conjointement minéraux critiques et terres rares. Cela vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales et contrer le monopole chinois. Trump a réaffirmé le soutien américain, à pleine vapeur, au pacte de sous-marins AUKUS. Les événements de cette semaine rappellent qu'un journalisme conséquent exige d'examiner le fond, les sanctions qui remodèlent les alliances, les crises humanitaires qui exigent réponse, les transitions politiques qui redirigent les nations. Chez Inside News Weekly, nous restons engagés à couvrir les histoires qui comptent. La complexité du monde mérite un examen minutieux du contexte et de la responsabilité. Avec de bonnes continuations à tous. Nous nous retrouvons à la prochaine édition.